Semez une idée, vous récolterez un acte. Semez un acte, vous récolterez une habitude. Semez une habitude, vous récolterez un caractère. Semez un caractère, vous récolterez un destin. Cette citation de William Thackeray m'avait guidé lorsque, après 10 ans de non-vie, j'avais pris la décision de mettre un terme à cette marche immobile qui me donnait l'illusion d'avancer. Je devais mettre une fin à ce semblant de vivre, une fin à cette vie non incarnée, à peine imaginée, tout juste rêvée, une fin à ces 10 ans pendant lesquels je n'avais rien misé. Et, en faisant cet acte de sécession, alors, je pouvais enfin espérer entamer une nouvelle vie. Mais comment ? Celle-ci devait être volontaire, choisie, je l'espérais active et remplie. Je me voulais épanouie. Alors, je devais avoir une stratégie. Parce que changer est une mise en action. Dans quelle direction devais-je le faire ? Jusqu'ici, j'avais pris l'habitude de ne pas vraiment agir. J'attendais tout de l'extérieur, que la vie, comme par miracle, me donne l'occasion de changer, que la vie m'offre le cadeau parfait pour me réaliser. J'attendais le Messie, la joie, le cadeau de l'autre, alors que les choses devaient venir de moi. J'avais, je crois, mal saisi l'ordre des choses. Je ne savais pas comment faire, même s'il m'arrivait de pressentir qu'il y avait un chemin, des exemples, un ordre, des façons, un enseignement pour y arriver. Jusque-là, aucun apprentissage, pas plus à la maison qu'à l'école, m'avait convenu, et au balbutiement de ma réflexion, pour sortir de mon néant, je me suis mise en tête de chercher comment apprendre à vivre. Je me disais alors qu'apprendre était le résultat d'un savoir, et le savoir, la matière de l'apprentissage, issu lui-même d'une exploration intellectuelle, d'une réflexion, d'une compréhension, et non d'abord d'une expérience de vie. Je n'avais pas saisi que d'une nouvelle pensée pouvait naître une façon probante, une nouvelle action qui devait par là même, par son expérience vivante, m'apporter tout ce qui me manquait, soit une vie en mouvement. À défaut de voir rapidement se dessiner le chemin de ma réalisation, j'entrepris de m'attaquer à ma personne en changeant mon image, l'image que j'avais de moi. Je me percevais sans atout, sans talent. J'avais quasiment peu d'estime et bien peu confiance en moi. Je pouvais régulièrement lire sur mes cahiers de confessions intimes, autrement nommé mon journal personnel, le mot moins au lieu de moi. Comme ça, je ne pouvais pas aller bien loin. Il me fallait de toute urgence changer de matière et travailler sur ma forme, celle qui me permettrait de dépasser mon être actuel. D'abord, j'appris à me respecter en m'interdisant tout jugement, toute méchanceté personnelle. Je commençais alors une véritable chasse aux sales mots, effaçant jour après jour les Putain, t'es con! Mais t'y arriveras jamais! N'importe quoi! Et bien d'autres pensées non articulées, ce genre d'images qui te font mentir tous les tiroirs de la terre entière. Alors, je passais mon temps à me reprendre. Je ne devins pas subitement le contraire de mes insultes. Ne soyons pas bêtement binaires. Non, je me contentais de me corriger de sorte que très vite, je finis par ne plus m'identifier à ces bas mots. Puis, je pris la décision de devenir ma meilleure amie. L'ironie du sort, c'est que je ne savais pas vraiment ce qu'était un ami. Tout au plus, un copain, une copine, un pote. J'avais pourtant attribué à l'amitié les couleurs de la gentillesse, et c'est par ce spectre que j'ai commencé cette incroyable aventure de l'amour de moi. C'est ainsi qu'en quête d'adoption linguistique, je commençai ma rééducation par certains préceptes.
Je devais, par ces premiers pas, non seulement apprendre le respect, pour ce qu'il me faisait de bien, mais aussi apprendre à m'aimer. Vous me direz, quoi de plus normal que de porter affection pour sa personne? Eh bien, point d'évidence en la matière. Je m'aperçus très rapidement qu'il m'était impossible de me dire Mathilde, je t'aime. Un sentiment bizarre m'envahissait. Un rire malaisant surgissait comme si je faisais l'expérience d'une imposture de vie. Alors, chaque jour, dans l'intimité la plus totale de mes soirées, j'entrepris de me susurrer. Mathilde, je t'aime et je t'accepte comme tu es. Jusqu'à ce que ma posture devienne aimante et amicale. Quand l'effet de cette affirmation ne me semblait pas suffisante, je passai la journée suivante à l'écriture autant de fois qu'il le fallait. Et cela a fonctionné. Du mot, j'ai adopté la posture du cœur, percevant jour après jour de milliers de petits détails agréables sur moi-même, cette autre personne, celle qui m'a appris à sourire et à accueillir. Depuis, elle ne m'a jamais quittée. J'ai ensuite éliminé de ma tête toutes les réflexions limitantes sur ma personne. Les adjectifs ne devaient plus être associés à des qualités morales ou sociales, mais plutôt à des caractéristiques respectables, à accueillir sans jugement. J'étais celle que j'étais. Je devais également bannir les trop ou les pas assez, que j'entendais trop souvent. Je constituais des listes de mots, des images de moi-même, celles qui me correspondaient, devant m'initier à ma nouvelle personne, non pas à celle que je devinais dans l'ombre de mes peurs et de mes projections, mais bien celle que je découvrais dans la silhouette qui s'esquissait. Pour accomplir ma tâche, je m'appliquais à ne pas définir les choses avant de les vivre. J'enlevais tout jugement. Alors, je devais accepter d'éprouver, accepter de déraper, de rater, de recommencer, faire silence et reprendre. Cela me demandait énormément d'application et de confiance. Et j'y passais un temps fou. À cette époque-là, la nouvelle tendance était au livre d'épanouissement personnel. N'ayant pas de travail, les poches vides, je traînais dans les Emmaüs. Je suis tombée alors sur des livres magiques, intelligents, pertinents, comme la littérature de Catherine Ben Saïd, avec son Aime-toi et la vie t'aimera. Les six clés de la confiance en soi de Nathanael Branden, Le vouloir c'est pouvoir de Raymond Hull, et encore les mots du docteur Murphy autour de la puissance de votre subconscient. Tous ces livres m'ont enseigné, instruit dans le bon sens, comme de bons compagnons, celui de la construction saine. Je les ai dévorés, gratifiant chaque moment le ciel de ma résurrection. Ces ouvrages insistent sur la qualité de votre mental, sur l'importance de votre nourriture psychique, sur la vigilance que vous devez avoir sur ce qui se passe dans votre tête. Bien sûr, il y aurait tellement encore à dire, mais à cette époque-là, je n'étais pas encore alertée sur la reprogrammation neurolinguistique et sur les connaissances que nous avons maintenant en neurosciences. Je vous prie de faire votre expérience. C'est à ce moment-là que je rencontrai mes premières amies. La douceur nouvelle de mes discours me permettait d'accueillir le discours de l'autre, de celui qui était étrange à ma personne, celui qu'on appelle l'étranger. Et ces premiers moments d'intimité partagée m'avaient donné l'envie, l'énergie de continuer, et j'avais la certitude que cela marchait, que le vrai changement arrivait. En pleine révolution, je décidai d'arrêter de fumer. J'avais choisi cette petite chose consumable et toxique pour me donner de la contenance et m'affirmer.
Cela faisait bientôt, allez, 15 bonnes années que j'avais la clope au bec. Elle m'avait été aussi précieuse pour rythmer mes journées. La méthode que j'avais choisie me demandait de me munir d'un cahier, d'une montre et de respecter les règles alimentaires très strictes. Tout ça pour ne pas grossir. La montre, elle, était pour matérialiser le temps du manque. Bien sûr, je connaissais les sensations d'un corps sans manque. C'était le temps d'une cigarette à l'autre. Mais je ne savais pas que ce manque ne durait que 3 minutes. Alors il me suffisait de regarder l'écran pendant cette durée pour revenir à l'état libéré. Quant au cahier, il devait me servir à décortiquer toutes mes routines de fumeuse, le où, le quand je fumais, et de les remplacer par d'autres habitudes plus saines et non addictives. C'est sur ces feuilles de papier aussi que je devais découper et coller un ensemble d'images récoltées représentant ma nouvelle personne désintoxiquée. Forte de cette expérience, j'associais ces images à mes mots, à mon nouveau discours, celui de l'ami que je devenais pour la personne que je découvrais. Je sécurisais ainsi un stock suffisant de bonne nourriture jusqu'à avoir fait de mes pensées de belles et saines habitudes. Ce portrait n'était pas le résultat de ce que je voulais être, encore moins le résultat d'un idéal, mais bien plutôt le tableau de qui j'étais. L'exercice ne consistait pas à me fabriquer, mais à me reconnaître et à admettre avec affection celle que j'étais, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je ne recherchais pas de modèle, personne ne m'inspirait, en tout cas pas sur ce sujet-là. Et je n'avais pas de chemin préparé, juste un désir, celui d'être au plus près de moi-même pour de vrai. Il aurait été si difficile d'encaisser un double échec. Imaginez la déception d'une perception négative de ma personne et la désillusion de ne pas arriver à me changer. Car il faut bien comprendre combien il est difficile de se déconnecter de ses habitudes, d'apprendre à se centrer et d'évoluer lorsqu'on n'est pas fondamentalement motivé. Ce long et nouveau travail appliqué à ma personne n'a jamais cessé. Il est devenu le socle vital de mon être. Il ne m'avait pas suffi d'enlever de mon crâne les mauvaises formules. La nature a horreur du vide. Sans structure, sans armature, donc sans nourriture, le cerveau se perd dans des labyrinthes sans fin. Et je savais que mon âme souffrirait d'une telle absence, qu'il s'empoisonnerait. Je devais changer une croyance contre une autre, sans pour autant adopter un vocabulaire ou des références qui ne m'appartenaient pas, sans vouloir copier les gens, sans vouloir ressembler aux autres, même si je devais en payer le prix. Ainsi, en apprenant à mon esprit à guérir et à l'orienter en le nourrissant de bons mots, ceux qui me ressemblent, et les accueillir avec des mots sains qui font grandir, j'ai aussi appris à devenir mon propre ami. Ce fut aussi le chemin pour m'alléger de mes abîmes cérébrales et de mon anxiété maladive. Mais ça, je vous le raconterai dans les prochains épisodes.